L'enfant ne manifeste pas nécessairement son esprit, mais plutôt une conscience astralisée collective. Avant l'âge de 7 ou 8 ans, il a du mal à comprendre le concept du temps, car sa conscience n'est pas suffisamment développée. Lorsqu'il atteint cet âge et qu'il accumule suffisamment de mémoire, il commence à concevoir le temps. L'enfant exprime sa spiritualité de manière simple et naturelle, mais pas son esprit. L'idée de se regrouper dans un autre lieu énergétique, comme les Laurentides. N'est pas nécessaire, car Montréal est actuellement le centre source énergétique du Québec. Montréal bénéficie d'une importante énergie tellurique due à sa position sur une faille. Les grandes villes sont souvent construites près de sources d'énergie pour faciliter la communication avec la mer et favoriser les échanges. Le texte parle de différents sujets, tels que la construction de villes sur des failles sismiques, la nécessité de rester dans des zones énergétiquement adaptées pour faciliter la transition spirituelle, le retard possible de notre calendrier actuel, la futilité de la numérologie, l'utilisation des nombres pour comprendre le cosmos, et la différence entre la science et la religion. On peut donc retenir que vivre dans des régions énergétiquement adaptées est favorable, que le retard du calendrier est insignifiant, que la numérologie n'est pas utile pour la compréhension du monde, et que la science vient du monde des morts tandis que la religion est une recherche de connexion avec Dieu. Lorsque l'être humain envisage la conceptualisation mathématique de l'univers, il cherche à comprendre les galaxies, les systèmes solaires et même les mondes extraterrestres. Toutefois, cette approche reste limitée car elle se base sur les nombres découverts sur Terre pour expliquer des phénomènes au-delà du plan astral. Les méthodes telles que l'astrologie, la numérologie et même la Kabbale ne peuvent pas expliquer l'intelligence et ne permettent pas de se relier à Dieu. Elles relient plutôt la religion à la science et restent dans le domaine de l'occultisme. Cependant, avec l'avancée de la technologie, les humains pourront utiliser des mathématiques plus sophistiquées pour comprendre les influences des planètes, des soleils et des galaxies sur l'homme. Cela ouvrira la voie à une cosmologie plus complète et permettra de mieux expliquer la correspondance entre l'homme et l'univers. L'importance de faire le lien entre la théologie et la science pour l'évolution de l'homme est soulignée. La scientologie est présentée comme une manifestation de cette connexion. Lorsqu'un individu ressent le besoin de trouver des réponses et des explications à travers son intellect, il se tourne vers des méthodes comme la numérologie et l'astrologie. Cependant, ces approches sont considérées comme relevant du monde des morts et ne sont pas régies par l'intelligence évolutive de l'homme. Les chiffres et la chiffrologie sont rejetés comme étant des illusions et des faussetés. Est-ce par l'ego et l'astral de l'homme pour tenter de régir sa vie? Les mathématiques sont également remises en question, affirmant que 2 et 2 ne font pas toujours 4. L'ordinateur est présenté comme un produit de l'intellect mental et ne peut pas comprendre la vraie phénoménologie de la matière et de l'évolution. L'auteur affirme qu'il est possible de prouver l'existence de l'homme, mais cela ne peut pas être mathématisé, bien que cela puisse être scientifique. Le fait d'être soi-même est présenté comme une réalité non mathématique, mais l'ego de l'homme peut avoir du mal à le comprendre et à l'accepter. Dans cet extrait, l'auteur exprime son opinion sur la mathématisation du monde et critique le fait que les mathématiques ne sont pas une réponse intellectuelle mais plutôt la réponse prévue par le monde astral. Il affirme que les mathématiques fonctionnent pour le monde des morts, tout comme les rêves, mais elles ne permettent pas à l'homme de savoir quel genre de mutation intellectuelle il vit. Selon lui, les mathématiques ne sont pas une intelligence en elles-mêmes et ne donnent pas de réponse, c'est l'homme qui crée des réponses à partir des mathématiques. L'utilisation des mathématiques par l'homme le régit et lui permet d'avoir une réponse prévue par le monde astral. Ainsi, tous ceux qui utilisent les mathématiques arriveront à la même réponse, ce qui est considéré comme une preuve scientifique, mais selon l'auteur, cela démontre simplement qu'ils sont tous régis par des lois construites par le monde de la mort. Il conclut en disant que les mathématiques ne devraient pas être utilisées et que nous devons plutôt écouter notre intuition et notre savoir intérieur. Dans cette synthèse, l'auteur souligne que les mathématiques ont leurs limites, car elles se limitent au contexte terrestre et mental. Au-delà de cela, il existe un savoir instantané qui ne peut pas être mathématisé ni prouvé scientifiquement. Il explique que l'instantanéité de la vie et de l'intelligence supramentale ne peut pas être expérimentée et donc prouvée. De plus, il souligne que la conscience supramentale ne peut pas être enseignée à des individus sous-développés, contrairement à la notion de Dieu qui peut être amenée à tous. En ce qui concerne le regroupement des individus, l'auteur affirme que cela permet une correspondance énergétique plus grande, favorisant l'auto-énergisation et la connaissance de soi. Il stipule que le lieu du regroupement n'a pas d'importance et encourage à
Parler de toutes sortes de questions pour rendre les échanges intéressants et énergisants. En ce qui concerne l'autographie d'un livre, l'auteur explique qu'elle peut susciter de l'ego chez ceux qui le lisent et que le livre La Différence a été écrit pour les personnes transitives qui seront capables de saisir son contenu. Il ajoute que le livre pourra passer facilement auprès des Québécois, qui sont potentiellement évolués, mais peuvent avoir besoin d'un coup de pied au cul pour prendre conscience des choses. En bref, l'auteur souligne les limites des mathématiques, l'importance du regroupement pour l'énergie et la connaissance de soi, et l'autographie d'un livre pour susciter l'engouement et la compréhension chez les lecteurs. Dans ce texte, l'auteur explique pourquoi il a dédicacé ses livres et l'importance de la correspondance astrale énergétique. Il mentionne qu'autographier les livres permet à l'astral de reconnaître son énergie. Il souligne également l'importance de laisser sa trace dans les plans astraux pour être reconnu. L'auteur exprime également qu'il perçoit l'astral qui cherche à le manipuler de plus en plus, peut-être en lien avec l'entrée d'énergie supplémentaire depuis le 4 novembre. Il insiste sur le fait que l'homme n'a pas de contrôle sur cette énergie et que savoir si c'est dû à cela n'est pas utile. Il explique que la personne voit clair car elle est plus puissante qu'elle ne le pense, mais cherche une mauvaise raison à l'extérieur. L'auteur encourage à se concentrer sur ce que l'on est et à ne pas se laisser distraire par les phénomènes astraux. Il souligne qu'il faut un bon coup de pied au cul pour pouvoir avancer et que l'humain est responsable de ses actions, même s'il est manipulé. Il conclut en disant que l'astral n'est pas une personne mais une condition expérientielle qui peut manipuler. Il est dit que certaines choses peuvent emporter et tuer sans le savoir, mais il est important de ne pas vouloir savoir la raison pour laquelle on devient plus voyant ou brillant à un moment donné. Cela relève de l'ego, qui cherche à savoir si les événements sont causés par quelque chose ou quelqu'un. Cependant, il est crucial de ne pas se soucier de ces causes et de se concentrer sur son propre chemin. Il est expliqué que certains mécanismes astraux peuvent manipuler les personnes, mais il faut utiliser notre perception pour être moins manipulable. Il est souligné que nous devons être nos propres maîtres et ne pas chercher à savoir à cause de quoi les choses se produisent. Si quelqu'un souffre, il est suggéré de chercher des sources dans l'astral et d'instruire les manipulateurs astraux à nous laisser en paix. En fin de compte, aucun remerciement n'est nécessaire car tout est finalement dû à rien. Il est aussi mentionné que l'astral est toujours régi par l'intelligence qui nous régit nous-mêmes, même si elle peut sembler stupide. Le fait que certaines choses nous poussent à réfléchir et à vivre la vie est considéré comme une preuve de leur intelligence. Cependant, il y a une lutte entre l'ego et le plan supramental qui peut causer des souffrances, mais cela dépend de la résistance de l'ego de chaque individu. L'orgueil d'une personne entraîne souvent des conséquences négatives et inévitables. L'énergie qui entre dans cette situation peut provoquer de nombreux événements. Cependant, il est inutile de se demander si c'est le cas. Il est important de répondre de manière intéressante et utile à cette question. Au Pérou en novembre 1985, un groupe a ouvert une voie qui pourrait potentiellement être réutilisée avec d'autres personnes compétentes. L'astral manipule les choses en créant des situations qui poussent les individus à accepter des circonstances indésirables. Cependant, il est possible de prendre les choses en main et de diriger sa propre destinée énergétiquement. Il est important de rester vigilant et de ne pas se laisser entraîner dans des situations indésirables. L'auteur parle d'un voyage périlleux dans les Andes et l'Amazonie, où les participants doivent faire face à des problèmes de santé et de logistique. Il envisage d'abandonner certains membres du groupe pour continuer le voyage et prévoit de s'enfuir lui-même à un moment donné. Il met en garde contre les dangers du voyage, notamment les animaux sauvages, et mentionne que l'Amazonie n'est plus une région intéressante pour le travail énergétique planétaire. Il suggère plutôt d'explorer d'autres régions, comme le désert de Gobi. Le désert de Gobi, connu sous le nom du terrain de golfe du diable, est situé en Mongolie, au nord de la Chine. Il s'agit d'un désert composé principalement de roches et de poussière de roche, avec peu de sable. Dans ce désert, on peut observer des blocs de plusieurs tonnes qui se déplacent et laissent des traces sur le sol pendant la nuit. Ces blocs ne roulent pas, mais sont traînés. Il n'y a pas de paysans dans le désert et aucune explication scientifique n'a été trouvée pour expliquer ce phénomène. Le National Geographic a pris des photos des traces laissées par les blocs. Le désert de Gobi est considéré comme l'un des anciens pôles de la planète. Il est énergétiquement intéressant d'y aller, mais cela peut être dangereux à cause du froid extrême et des possibles rencontres avec des barbares. Le conférencier parle aussi d'un travail planétaire au Québec, où il est important de ne pas s'encombrer de poids morts. Il mentionne une expérience menée au Pérou où certaines personnes
ont pu faire des choses anormales grâce à des manipulations. Il souligne que ce travail n'est pas un jeu mais demande une préparation vibratoire et un état de conscience particulier. Enfin, il évoque une expérience sur un lac gelé où seuls ceux qui peuvent supporter vibratoirement la situation peuvent continuer le travail, et il met en garde contre l'ego des personnes intéressées à participer. L'auteur raconte une situation dangereuse à laquelle il a été confronté dans un pays étranger. Il se retrouve menacé par un groupe armé qui le prend pour un soldat américain déguisé. Heureusement, il est accompagné d'une femme qui est capable de conduire une Jeep dans des conditions périlleuses pour échapper aux tirs. L'auteur souligne que le fait de regarder des films peut donner l'illusion d'être prêt à affronter de telles situations, mais que la réalité est bien différente. Il mentionne également qu'une préparation spécifique est nécessaire pour ce genre de voyage et que ceux qui y participent doivent être prêts et conscients des risques.